Si j'avais dit que je rentrais, peut-être que je n'aurais jamais rien su. Peut-être que je serais arrivée à la maison, que Laurent m'aurait embrassée sur la joue comme d'habitude, que j'aurais posé ma valise dans l'entrée, que la vie aurait continué exactement comme avant. Tranquille, ordonnée, prévisible, mais je n'ai pas prévenu. Je suis rentrée à l'improviste, sans un message, sans un appel. Juste moi, ma valise, et cette envie d'être chez moi le plus vite possible. Et c'est là que tout a changé. Je m'appelle Eliane Duroc. J'ai passé toute ma vie adulte dans ce quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. J'ai élevé un fils ici, j'ai construit une famille ici. J'ai vieilli ici, entre ces murs en pierre et ces rues qui montent. Je connais chaque boulangerie, chaque visage, chaque bruit du matin. Cette ville, je la porte en moi comme une seconde peau. Ce jour-là, je revenais d'Annecy. Un court séjour, 2 nuits chez une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des mois. Rien d'extraordinaire. Le trajet en train était calme, le ciel était gris comme il l'est souvent en cette saison à Lyon, et j'avais les yeux mi-clos, la tête appuyée contre la vitre, en pensant à rien de particulier. Je n'étais pas inquiète. Je n'avais aucune raison de l'être. Quand le taxi m'a déposé devant l'immeuble, j'ai regardé les fenêtres de notre appartement au 3e étage. Les volets étaient à moitié fermés. Ce n'était pas inhabituel pour Laurent en fin d'après-midi, mais quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, m'a fait hésiter une seconde avant d'appuyer sur le code d'entrée. Une sensation, pas une pensée, juste quelque chose dans le ventre. J'ai secoué la tête et je suis montée. La porte s'est ouverte sur un silence que je ne m'attendais pas à trouver. Ce n'était pas le silence normal d'un appartement vide. C'était autre chose. Quelque chose de plus lourd, de plus immobile. L'air lui-même semblait différent, comme si personne n'avait bougé là-dedans depuis des heures. Pas de télévision allumée en fond, pas de bruit de cuisine, pas de ces petits sons du quotidien auxquels on ne fait plus attention mais dont on remarque l'absence quand ils disparaissent. J'ai appelé Laurent. 1 fois, 2 fois, rien. J'ai posé ma valise dans l'entrée sans la déballer. J'ai enlevé mon manteau et j'ai fait le tour des pièces en gardant cette impression étrange que quelque chose clochait sans que je puisse mettre le doigt dessus. La cuisine était propre, trop propre pour un homme qui mange seul le soir. Le lit était fait, mais d'une façon maladroite, comme si on avait tiré les draps à la hâte. Et sur la table de chevet de Laurent, son téléphone de rechange, celui qu'il utilisait pour les applications, était là, écran retourné. Pourquoi retourner ? Je me suis dit que je m'inventais des histoires, que j'étais fatiguée du voyage, que Laurent était peut-être sorti faire une course, ou voir un voisin, ou simplement descendre chercher le courrier. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Ça a sonné dans le vide. 1 fois, 2 fois, 5 fois. La messagerie. J'ai raccroché et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu exactement. Peut-être 10 minutes. Peut-être 20. Assise sur le canapé du salon, avec ce silence autour de moi et cette sensation de malaise qui grossissait sans que je puisse l'expliquer. Si vous êtes là en train de m'écouter et que vous avez déjà ressenti ça, cette inquiétude sourde qu'on essaie d'étouffer avant qu'elle devienne réelle, alors vous savez exactement ce que je voulais dire. Et si vous voulez connaître la suite, restez avec moi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me touche vraiment de savoir que vous êtes là. Le téléphone a sonné. Je l'ai regardé sans bouger pendant 2 secondes. Ce réflexe bizarre qu'on a parfois, comme si ne pas répondre tout de suite pouvait retarder ce qu'on va entendre. Le numéro affiché, hôpital Édouard Herriot. Mon cœur s'est serré avant même que j'aie décroché. On dirait une expression « le cœur qui se serre », mais ce jour-là c'était physique, une pression réelle dans la poitrine, comme si quelque chose s'était refermé d'un coup. J'ai répondu. Une voix de femme, posée, professionnelle. Elle m'a demandé si j'étais bien Madame Varèse, l'épouse de Laurent Varèse. J'ai dit oui. Elle m'a dit que mon mari était aux soins intensifs depuis le début d'après-midi, en état grave, et qu'il était préférable que je vienne le plus rapidement possible. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'étais dans cet état étrange où le cerveau enregistre les mots, mais le corps met du temps à suivre. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit que le médecin m'expliquerait à mon arrivée. Sa voix était douce mais fermée,
avec cette retenue que les soignants apprennent pour ne pas tout dire par téléphone. J'ai raccroché, j'ai attrapé mon manteau que je venais d'enlever et je suis ressortie. Je ne me souviens pas d'avoir pris l'ascenseur. Je ne me souviens pas d'être descendue. Je me souviens du froid dehors, du trottoir mouillé et de ma main qui tremblait légèrement en essayant de commander un taxi. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a paru très long, même s'il ne devait pas dépasser 20 minutes. Je regardais défiler les rues de Lyon par la vitre sans les voir vraiment. Les façades, les lumières, les gens qui marchaient sur les trottoirs sans savoir ce que je vivais à ce moment-là. C'est une chose étrange, ça. Réaliser que le monde continue exactement pareil pendant que le vôtre est en train de basculer. Je pensais à Laurent, à ses 63 ans, à son dos fragile, à ce café qu'il buvait en trop grande quantité le matin en lisant son journal. Je pensais à la dernière fois qu'on s'était parlé. 2 jours avant, un appel court, banal, il m'avait dit que tout allait bien, qu'il avait mal dormi, que le temps était maussade. Rien d'alarmant. Rien qui aurait pu me préparer à ça. Je me demandais si j'aurais dû insister, s'il m'avait dit quelque chose sans vraiment le dire. S'il y avait eu des signes que je n'avais pas vus. C'est ça, la culpabilité du proche. Elle s'installe avant même qu'on sache ce qui s'est passé. À l'hôpital, une infirmière m'a accueilli et m'a emmené jusqu'à l'unité de soins intensifs. Elle m'a expliqué que Laurent avait été admis en début d'après-midi, qu'il était inconscient à l'arrivée et que les médecins faisaient tout leur possible. Elle parlait avec précaution, pesant ses mots, et moi j'essayais d'absorber chaque information sans m'effondrer dans ce couloir blanc qui sentait le désinfectant. Quand elle a ouvert la porte de la salle où il se trouvait, j'ai eu un choc. Pas parce que je ne m'y attendais pas, on m'avait prévenu, mais parce que voir Laurent comme ça, couché, immobile, avec des tuyaux et des fils partout autour de lui, les yeux fermés, le teint gris, c'est différent de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une image qui s'imprime dans la tête et qui ne part plus facilement. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était froide. Je lui ai parlé tout bas, juste quelques mots, rien de particulier, juste pour qu'il sache que j'étais là. Si quelque part, il pouvait entendre. Et c'est là que j'ai entendu des voix derrière moi. Je me suis retournée. Mathis était assis dans la salle d'attente adjacente. Mon fils. 34 ans, grand, les cheveux de son père. À côté de lui, Clara, sa femme. 31 ans, brune, toujours très bien habillée, avec ce sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Ils étaient là, tous les deux. Assis, calmes. Comme si c'était une salle d'attente ordinaire, dans n'importe quelle circonstance ordinaire. Pas de larmes, pas de visage défait, pas d'agitation. Mon premier mouvement a été de me dire que je m'étais trompée, que peut-être c'était leur façon de gérer le choc, que chacun réagit différemment, que certaines personnes se ferment quand elles ont peur. Je connais ça. Moi-même, je n'avais pas pleuré dans le taxi. Mais alors Mathis a levé les yeux vers moi et quelque chose dans son regard m'a arrêté. Ce n'était pas du soulagement de me voir. Ce n'était pas de la douleur non plus. C'était de la surprise. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'arrive si vite. Comme si ma présence, à moi, sa mère, au chevet de son père hospitalisé en urgence, n'était pas évidente. J'ai dit « Depuis quand vous êtes là ?» Il a répondu « Quelques heures, quelques heures. » Son père était en soins intensifs depuis plusieurs heures, et ni lui ni Clara ne m'avaient appelé. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai hoché la tête, je me suis assise en face d'eux, et j'ai gardé cette question enfermée en moi, comme on garde une chose fragile, avec précaution, pour ne pas la casser trop vite. Mais elle était là. Pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Pas un message, pas une notification, rien. Pendant toutes ces heures où Laurent était là, dans ce lit, pendant que moi j'étais dans un train qui rentrait, pendant que j'ouvrais ma porte sur ce silence étrange. Ils savaient, et ils n'ont rien dit. Je les observais parler entre eux à voix basse. Je regardais Clara vérifier son téléphone. Je regardais Mathis se lever pour aller chercher un café à la machine du couloir sans me demander si j'en voulais un. Ces petites choses, ces détails que les gens ne remarquent pas, mais qu'une mère remarque toujours. Quelque chose ne tournait pas rond. Et moi, dans cette salle d'attente froide,
avec le bruit sourd des machines derrière la porte, j'ai commencé à me poser des questions que je n'avais jamais voulu me poser avant. Le médecin est venu me parler vers 20 heures. Il m'a expliqué l'état de Laurent avec des mots techniques que j'essayais de suivre, m'a dit que les prochaines heures seraient décisives et m'a conseillé de rentrer me reposer si je le pouvais. Je lui ai dit que je resterais. Il a acquiescé sans insister et il est reparti. C'est là que j'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler quelqu'un, mais pour vérifier quelque chose. Une habitude de toute une vie. Quand je suis anxieuse, je vérifie les comptes. Les chiffres m'ont toujours calmée. Ils ne mentent pas, eux. Ils sont là, clairs, précis, sans ambiguïté. J'ai ouvert l'application bancaire. Et là, j'ai vu quelque chose qui n'avait rien à faire là. Une opération, récente, d'un montant que je ne reconnaissais pas, vers un compte que je ne connaissais pas. Mes mains se sont mises à trembler, mais différemment de tout à l'heure dans la rue. Pas de la peur, quelque chose de plus froid, de plus lucide. J'ai refermé l'application. J'ai regardé Mathis de l'autre côté de la salle. Il regardait son téléphone, lui aussi. Et c'est là que j'ai compris que cette nuit n'était pas seulement celle où j'avais failli perdre mon mari. C'était la nuit où j'allais découvrir ce que certains, dans ma propre famille, espéraient me cacher. Dans le prochain chapitre, je vais vous raconter ce que j'ai trouvé en creusant. Et croyez-moi, je n'étais pas prête. Personne ne peut être prête pour ça. Il y a des nuits où on ne dort pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que le cerveau refuse de s'arrêter. Il tourne, il revient en arrière, il reconstruit chaque détail, chaque mot, chaque regard, en cherchant ce qu'on aurait dû voir plus tôt. Cette nuit-là était une de ces nuits. Je suis restée à l'hôpital jusqu'à presque minuit, assise dans ce couloir trop éclairé, avec le bruit régulier des machines derrière la porte de Laurent et le silence pesant de Mathis et Clara à quelques chaises de moi. À un moment, ils sont partis. Mathis m'a dit qu'il rentrait se reposer, que demain serait une longue journée, qu'il fallait être en forme. Il a dit ça comme on dit une évidence, sans me demander si moi, j'avais besoin de quelque chose, sans proposer de rester. Je les ai regardés s'éloigner dans le couloir et je n'ai rien dit. Une infirmière de nuit est passée me voir vers 22h30. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux attachés, les yeux fatigués, mais bienveillants. Elle m'a apporté un café dans un gobelet en carton et elle s'est assise 1 minute à côté de moi sans rien dire. Juste cette présence-là. Quelqu'un qui ne me demandait rien, qui ne voulait rien, qui était juste là. Ce sont souvent des inconnus qui font ça, pas la famille. Je l'ai remerciée. Elle m'a dit que Laurent était stable pour l'instant, que l'équipe veillait et que je pouvais rester autant que je voulais. Puis elle s'est levée et elle est repartie dans le couloir, et moi je suis restée avec mon café tiède et cette question qui ne me lâchait plus, cette opération sur le compte, ce virement que je n'avais pas autorisé. Je ne suis pas femme à paniquer facilement. J'ai 59 ans, j'ai traversé des choses difficiles dans ma vie et j'ai appris très tôt qu'il vaut mieux comprendre avant de réagir. Mon père m'avait dit ça quand j'étais jeune. Il disait « Eliane, les gens qui crient tout de suite perdent souvent 2 fois. » Je n'ai jamais oublié. Alors, au lieu de appeler Mathis en pleine nuit pour lui poser des questions auxquelles il m'aurait donné des réponses préparées, je me suis tue. Et j'ai cherché. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rouvert l'application bancaire. Cette fois, je n'ai pas regardé seulement le dernier mouvement. J'ai remonté les 3 derniers mois, ligne par ligne, avec cette attention méticuleuse que j'ai toujours eue pour les finances de la famille. Laurent ne s'est jamais vraiment occupé de l'argent. Ce n'était pas un reproche. C'était simplement comme ça entre nous depuis le début. Moi je gérais, lui il faisait confiance. 2 comptes joints, un compte d'épargne à mon nom, un contrat d'assurance vie que nous avions souscrit ensemble il y a 12 ans. Une organisation simple, claire, que je connaissais dans les moindres détails. Ce que j'ai vu cette nuit-là, je ne l'avais pas vu venir. Le premier virement remontait à 7 semaines. Pas un gros montant. 1 200 € vers un compte que je ne reconnaissais pas. À l'époque, si j'avais regardé, j'aurais peut-être pensé à une erreur ou à une dépense de Laurent que j'avais oubliée. Mais je n'avais pas regardé ce jour-là. J'avais confiance. Le deuxième virement, 2 semaines plus tard, 1 800 €. Même compte destinataire. Le troisième, 3 semaines après, 2 500 €. Et le dernier, celui que j'avais vu tout à l'heure, datait de 3 jours,
4 000 €. En tout, 9 500 €. Parti en moins de 2 mois, vers un compte que je ne connaissais pas, depuis un accès que je n'avais pas utilisé. J'ai posé le téléphone sur mes genoux et j'ai regardé le mur en face de moi. 9 500 €. Ce n'était pas une erreur. J'aurais pu me dire que c'était Laurent, qu'il avait fait quelque chose sans me le dire, qu'il avait une dette, un achat, une surprise peut-être. Il m'était déjà arrivé de ne pas tout savoir de ses dépenses. C'est normal dans un couple. On a chacun sa part de vie propre. Mais Laurent était inconscient dans un lit à quelques mètres de moi, et ses virements avaient été effectués depuis une connexion mobile, depuis un téléphone. Laurent n'utilisait presque jamais les applications bancaires. C'était moi qui gérais tout ça depuis des années. Il appelait son conseiller quand il avait besoin de quelque chose, il signait les papiers qu'on lui présentait, et c'était tout. Ce n'était pas sa façon de faire. Alors qui avait utilisé ce compte? J'ai fermé les yeux une seconde, et l'image m'est revenue. Mathis, dans la salle d'attente, en train de regarder son téléphone. Clara, assise à côté de lui, les jambes croisées, parfaitement calme. Calme, depuis le début. Je ne veux pas vous dire que j'ai tout compris cette nuit-là. Ce serait mentir. La vérité, c'est que j'avais des morceaux qui ne collaient pas encore entre eux, qui formaient une image floue que je n'arrivais pas à regarder en face parce qu'une partie de moi ne voulait pas la voir. C'est ça, le plus dur avec la famille. Ce n'est pas de découvrir, c'est d'accepter ce qu'on découvre. Parce que quand c'est un étranger qui vous trahit, c'est douloureux. Mais quand c'est quelqu'un à qui vous avez donné le bain quand il était petit, quelqu'un pour qui vous avez renoncé à des choses, quelqu'un dont vous connaissez le rire depuis le premier jour de sa vie, là, c'est autre chose. Là, ça touche à quelque chose qu'on ne peut pas réparer facilement. Je suis restée dans ce couloir jusqu'à ce que mon dos commence à me faire mal. Puis, je me suis levée, je suis allée voir Laurent une dernière fois à travers la vitre. Il n'avait pas bougé. Son visage était toujours aussi immobile, sa respiration assistée par cette machine qui faisait un bruit régulier et mécanique. Et je suis repartie. Dehors, il faisait froid. Lyon la nuit, en cette saison, a ce silence particulier des grandes villes quand elles dorment. Les quais de la Saône étaient vides, quelques lumières se reflétaient sur l'eau noire, et moi je marchais vers le taxi que j'avais appelé en me demandant ce que j'allais faire de ce que je venais de trouver. Je suis rentrée à l'appartement vers 1h du matin. Je n'ai pas allumé toutes les lumières, juste la lampe du salon, celle qui donne une lumière douce et jaune que j'ai toujours aimée. Je me suis assise à la table de la salle à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler méthodiquement, comme je l'ai toujours fait quand j'ai besoin de mettre de l'ordre dans quelque chose. J'ai accédé à tous nos comptes, le compte joint, le compte épargne, l'assurance vie, les investissements que nous avions placés il y a 6 ans avec un conseiller que nous connaissions de longue date. J'ai tout vérifié, ligne par ligne, document par document, avec le même calme froid que j'avais utilisé toute ma vie pour gérer les finances de cette famille. Et plus je cherchais, plus l'image devenait nette. Ce n'était pas seulement les virements. Sur le contrat d'assurance vie, il y avait eu une demande de modification des bénéficiaires, datée de 5 semaines. Une demande que je n'avais pas faite, que Laurent n'avait pas pu faire seul sans mon accord. Du moins, pas normalement. Pas sans une procuration. J'ai cherché la procuration. Elle était là dans les documents numérisés du contrat. 2 pages avec la signature de Laurent en bas. J'ai regardé cette signature longtemps. Je connais la signature de mon mari depuis 35 ans. Ce n'était pas la sienne. J'ai refermé l'ordinateur doucement, pas brusquement, doucement. Parce que quand quelque chose vous dépasse vraiment, on ne claque pas les portes. On s'arrête, on respire, on essaie de ne pas se laisser emporter par ce qu'on ressent avant d'avoir fini de comprendre. J'ai regardé le plafond pendant un long moment. Dans la chambre à côté, le lit de Laurent était vide et fait comme je l'avais laissé en partant pour Annecy. Sur sa table de chevet, ses lunettes de lecture, son livre commencé depuis 3 semaines, il lisait toujours lentement, sans se presser. Une vieille habitude. Cet homme que j'avais épousé à 24 ans, avec qui j'avais vécu 35 ans dans cet appartement, pour qui j'avais fait des sacrifices que je n'avais jamais regrettés. Il était en train de se battre pour sa vie à quelques kilomètres de là. Et pendant ce temps, quelqu'un avait utilisé son nom pour toucher à ce que nous avions construit ensemble.
Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Je n'avais pratiquement pas dormi, 2 heures peut-être, sur le canapé, avec la lampe encore allumée. J'avais la tête lourde et les yeux secs, mais quelque chose en moi était étonnamment calme. Cette clarté froide qui arrive parfois quand on a décidé de quelque chose sans encore se l'avouer complètement. Avant de retourner à l'hôpital, j'ai fait 2 choses. La première, j'ai appelé notre conseiller bancaire, Monsieur Pernet, dès l'ouverture de l'agence. Je lui ai expliqué la situation de Laurent en quelques mots et je lui ai demandé de bloquer toute opération sortante sur nos comptes jusqu'à nouvel ordre. Il a posé quelques questions, j'ai répondu avec précision et en moins de 20 minutes, tout était bloqué. Compte courant, épargne, accès tiers. Tout. La deuxième chose, j'ai envoyé un message à Mathis. Un message court. Je lui disais que j'allais à l'hôpital et que j'avais besoin de lui parler en face à face dans la journée. Rien d'autre. Pas d'accusation, pas de questions, juste ça. Il a mis 40 minutes à répondre. Normalement, Mathis répond en quelques minutes. Il est toujours collé à son téléphone. 40 minutes, sa réponse. D'accord, maman, on passe vers midi. On, lui et Clara, ensemble, déjà coordonnés. J'ai posé mon téléphone et je suis sortie dans la rue fraîche du matin lyonnais. Le marché de la Croix-Rousse commençait à s'installer. Les voix des marchands portaient, dans l'air froid, une odeur de pain chaud venait d'une boulangerie ouverte. Cette vie ordinaire qui continuait autour de moi, indifférente à ce que je portais en moi ce matin-là. À l'hôpital, Laurent était toujours inconscient, mais le médecin de garde m'a dit que sa nuit avait été stable, que c'était bon signe, que son corps se battait. Je me suis assise à son chevet et je lui ai parlé, à voix basse, comme la veille. Je lui ai raconté le marché du matin, l'odeur du pain, le ciel qui commençait à se dégager. Des choses simples, des choses qui ne pesaient rien. Et puis je lui ai dit, tout bas, sans savoir s'il pouvait entendre, « Je vais régler ça, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. » Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de lui dire, peut-être pour me le dire à moi-même, autant qu'à lui. Mathis et Clara sont arrivés à l'hôpital peu avant midi, comme prévu. Mathis avait les traits tirés. Il avait l'air d'avoir mal dormi, lui aussi. Clara était habillée avec soin, comme toujours, avec ce manteau beige qu'elle portait souvent. Elle m'a embrassé sur les joues en arrivant, son parfum trop présent dans ce couloir d'hôpital. On s'est assis dans la salle d'attente, tous les 3. Il y avait une famille plus loin. Un homme âgé, une femme plus jeune, un enfant qui s'ennuyait. Des gens qui vivaient leur propre drame sans s'occuper d'une autre. C'est ça aussi, un hôpital. Un endroit où tout le monde souffre en parallèle, sans vraiment se voir. J'ai regardé Mathis dans les yeux et je lui ai dit « Pourquoi vous ne m'avez pas appelé hier ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a regardé Clara une fraction de seconde. Ce regard rapide, latéral, celui qu'on échange quand on a préparé quelque chose ensemble. « On pensait que tu étais fatiguée du voyage, maman. On ne voulait pas t'alarmer inutilement avant d'avoir plus d'informations. » Sa réponse était trop lisse, trop construite. Comme une phrase qu'on a répétée. J'ai hoché la tête lentement. Et les virements sur le compte. Le silence qui a suivi n'a pas duré longtemps. 3 secondes peut-être. Mais dans ces 3 secondes, j'ai vu quelque chose passer sur le visage de mon fils. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler complètement, même quand on a préparé ses réponses. De la peur. Clara a pris la parole avant Mathis. Elle a dit que c'était Laurent qui avait demandé à Mathis de l'aider avec certaines choses pendant que j'étais à Annecy, que ce n'était rien d'inquiétant, que Laurent voulait régler quelques affaires sans me déranger. Elle parlait vite, avec ce sourire de façade qu'elle avait, et ses mains croisées sur ses genoux étaient un peu trop immobiles pour quelqu'un qui ne serait pas sur ses gardes. J'ai laissé Clara finir, puis j'ai dit, calmement, « Le compte destinataire, vous pouvez me dire à qui il appartient ?» Nouveau silence. Et la procuration sur l'assurance vie, celle avec la signature de Laurent que je ne reconnais pas, vous pouvez m'expliquer ça aussi ? Cette fois, ni l'un ni l'autre n'a répondu tout de suite. Et dans ce silence-là, j'ai compris quelque chose d'important. Il n'avait pas prévu que j'ai déjà tout trouvé. Il pensait avoir du temps. Il pensait que le choc de l'hospitalisation de Laurent suffirait à m'occuper l'esprit assez longtemps. Il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le croyait. Ce que Mathis m'a dit ensuite, je ne l'avais pas anticipé. Pas cette version-là. Pas avec ces mots-là.
Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, c'est moi qui n'ai pas su quoi répondre. Il y a des moments dans la vie où on voudrait ne pas avoir posé la question. Pas parce qu'on n'avait pas le droit, mais parce qu'une fois qu'on a entendu la réponse, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et ça change tout. Ça change la façon dont on regarde les gens, dont on leur parle, dont on s'assoit en face d'eux dans une salle d'attente d'hôpital, en essayant de rester entière. Mathis a pris une longue inspiration. Il a regardé ses mains une seconde, comme un homme qui cherche ses mots dans un endroit où il sait qu'il ne les trouvera pas facilement. Et puis il a commencé à parler. Il m'a dit que depuis plus d'1 an, lui et Clara traversaient des difficultés financières sérieuses. Que son entreprise, cette petite société de conseil qu'il avait montée il y a 4 ans avec 2 associés, dont j'avais été fière comme on l'est quand un enfant construit quelque chose par lui-même, était en train de couler. Des contrats perdus, un associé parti avec les clients, des dettes qui s'étaient accumulées en silence. Il m'a dit qu'il avait eu honte, qu'il ne savait pas comment m'en parler, qu'il avait attendu que les choses se règlent seules. Je l'écoutais sans l'interrompre. Il a dit qu'à un moment, il avait demandé à son père de l'aider. Pas à moi, à Laurent, en me contournant, parce qu'il savait que moi, je lui aurais posé des questions, que j'aurais voulu comprendre les chiffres, que je n'aurais pas simplement signé sans regarder. Alors il était allé voir Laurent directement, en comptant sur sa bienveillance, sur cette tendresse un peu aveugle qu'un père a parfois pour son fils. Et Laurent avait dit oui. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi à ce moment-là. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Cette découverte que les gens qu'on aime peuvent prendre des décisions importantes en vous excluant délibérément. Pas par malice forcément, parfois par lâcheté, parfois parce qu'ils connaissent trop bien vos limites et qu'ils préfèrent les contourner plutôt que de les affronter. Laurent avait accepté d'aider Mathis, sans me le dire, en utilisant des comptes que nous gérions ensemble depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de confiance. J'ai regardé mon fils et j'ai demandé « Et la procuration ? La signature sur le contrat d'assurance vie ?» Il a baissé les yeux. Clara, à côté de lui, ne bougeait plus. Elle avait arrêté de sourire depuis un moment déjà. Mathis m'a dit que la procuration avait été rédigée par un ami de Clara, quelqu'un qui travaillait dans un cabinet juridique, pas vraiment un notaire, quelqu'un qui avait proposé de les aider à formaliser les choses rapidement, que Laurent avait signé en pensant que c'était pour protéger Mathis en cas de problème. Qu'il n'avait peut-être pas lu tous les détails. Il n'avait peut-être pas lu tous les détails. Mon mari de 63 ans, intelligent, attentif, qui avait passé sa carrière dans la gestion de projets techniques, n'avait pas lu un document qui modifiait les bénéficiaires de notre assurance vie commune. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise, les mains posées à plat sur mes genoux, et j'ai dit très calmement « Je veux voir ce document en entier, aujourd'hui. » Mathis a hoché la tête sans dire un mot. Clara a ouvert la bouche comme pour ajouter quelque chose, et puis elle l'a refermée. Peut-être qu'elle a vu quelque chose dans mon regard ce jour-là. Quelque chose qui lui a dit que ce n'était pas le moment. Nous sommes restés encore une 20aine de minutes à l'hôpital. Personne ne parlait vraiment. On allait voir Laurent tour à tour, on revenait s'asseoir, on regardait ailleurs. Cette famille que je croyais solide, réunie autour d'un lit d'hôpital et incapable de se regarder en face. Avant de partir, Mathis s'est levé et il a posé sa main sur mon épaule. Ce geste qu'il avait depuis tout petit, quand il voulait se faire pardonner quelque chose, sans le dire avec des mots. Je n'ai pas retiré mon épaule. Mais je n'ai pas mis ma main sur la sienne non plus. Certaines choses ne se réparent pas avec un geste. Cet après-midi-là, j'ai appelé Séverine. Séverine Mallet est mon amie depuis 22 ans. On s'est connus à travers nos enfants, à l'école primaire du quartier, et on ne s'est plus quittés depuis. Elle est directrice administrative dans une société d'import-export, elle connaît les documents, les contrats, les subtilités juridiques mieux que la plupart des gens. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne me dit pas ce que je veux entendre. Elle me dit ce qui est vrai, même quand c'est difficile à entendre. Je lui ai tout raconté au téléphone, assise dans ma voiture garée devant l'hôpital. Sans rien omettre, sans arranger les choses, elle a écouté sans m'interrompre, comme elle fait toujours, et quand j'ai eu fini, il y a eu un silence de quelques secondes. Puis elle a dit « Eliane, il faut que tu voies un avocat. »
Pas demain. Aujourd'hui si possible. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller jusque-là. Pas encore. Que c'était ma famille. Elle a dit, c'est exactement pour ça que tu dois y aller. Séverine connaissait une avocate spécialisée en droit de la famille et en patrimoine, Maître Fontaine, installée dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle lui a envoyé un message dans la foulée et 1 heure plus tard, j'avais un rendez-vous pour le lendemain matin. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec une enveloppe que Mathis m'avait déposée dans l'après-midi comme convenu. Les documents liés à la procuration et au virement, imprimés, agrafés, posés devant ma porte dans une pochette cartonnée comme s'il s'agissait de n'importe quelle paperasse administrative. Je me suis assise à la table de la salle à manger. J'ai sorti les feuilles une par une. La procuration était là, sur 2 pages. La signature de Laurent en bas, celle que j'avais vue la nuit précédente sur l'écran et qui m'avait arrêtée. En la voyant imprimée, en papier réel, l'impression était encore plus nette. Ce n'était pas sa signature habituelle. Laurent signait toujours avec une sorte de L allongée et une boucle finale. C'était sa façon depuis toujours. Je l'avais vu des centaines de fois sur des chèques, des formulaires, des cartes d'anniversaire. Là, la boucle n'était pas là. Le L était différent. C'était proche, mais ce n'était pas lui. Quelqu'un avait signé à sa place. Je veux m'arrêter une seconde ici parce que je sais ce que certaines d'entre vous pensent peut-être en m'écoutant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas explosé. Pourquoi je n'ai pas appelé la police ce soir-là. Pourquoi je n'ai pas confronté Mathis immédiatement avec tout ce que j'avais trouvé. Et je vais vous dire la vérité. Parce que c'était mon fils. Parce que même à 59 ans, même avec tout ce que j'avais sous les yeux, une partie de moi cherchait encore une explication qui rendrait les choses moins graves qu'elles ne l'étaient. Une mère ne renonce pas à ses enfants en une nuit, même quand elle devrait peut-être. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Et l'amour, parfois, nous fait tenir debout là où on devrait s'asseoir et pleurer. Le lendemain matin, je suis allée voir Maître Fontaine. Son cabinet était dans une rue calme du 6e, au premier étage d'un immeuble haussmannien avec de hautes fenêtres et un parquet qui craquait. Elle m'a reçue dans son bureau. Une femme d'une 40aine d'années, les cheveux courts, une façon de vous regarder qui donne l'impression qu'elle lit entre les lignes de ce que vous dites. Je lui ai posé les documents sur le bureau. Elle les a lus attentivement, sans se presser, en prenant quelques notes dans la marge d'un bloc. Puis elle a levé les yeux vers moi. Elle m'a dit que la procuration présentait plusieurs irrégularités formelles, que la signature était contestable, que les virements effectués depuis notre compte joint sans mon accord explicite constituaient un usage irrégulier des fonds communs, et que la modification des bénéficiaires sur le contrat d'assurance vie, si elle avait été effectuée sur la base d'une procuration frauduleuse, était potentiellement annulable. Elle a utilisé le mot « frauduleuse » avec précision, sans détour, comme on pose un objet lourd sur une table. J'ai dit « c'est mon fils ». Elle a dit « je sais, ça ne change pas ce que je vous ai dit ». Je suis sortie du cabinet 1 heure plus tard, avec une liste de démarches à faire et une tête qui bourdonnait. J'ai marché un moment sur les quais avant de retourner à l'hôpital. J'avais besoin d'air, de mouvement, de sentir mes pieds sur le sol. Lyon, en cette saison, a quelque chose de particulier le matin. Les platanes le long de la Saône ont encore leurs branches nues. L'eau est sombre, et les façades des immeubles gardent cette teinte ocre et grise qui est propre à cette ville. J'ai marché sans me presser, en pensant à tout et à rien en même temps. À un moment, mon téléphone a vibré. Un message de Mathis. « Maman, est-ce qu'on peut se parler ce soir ? Il faut qu'on règle ça en famille, sans avocat. » Sans avocat, il savait déjà, ou il se doutait. Séverine lui avait peut-être dit quelque chose sans le vouloir, ou Clara avait ses propres sources. Je ne savais pas encore comment l'information avait circulé. Mais ce « sans avocat » m'a dit quelque chose d'important sur l'état d'esprit de mon fils à ce moment-là. Il avait encore peur. Mais cette fois, il avait peur de moi. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai remis le téléphone dans ma poche, j'ai relevé le col de mon manteau contre le vent du quai et j'ai continué à marcher. Parce qu'il y avait encore une chose que Mathis ne savait pas que je savais. Une chose que j'avais trouvée tard la veille, tout au fond des documents, glissée entre 2 feuilles, comme si on espérait qu'elle passerait inaperçue. Un relevé, un seul, d'un compte que je ne reconnaissais pas,
au nom de Clara. Pas de Mathis, Clara. Et les entrées sur ce relevé ne correspondaient pas à ce que mon fils m'avait raconté la veille. Pas du tout. Ce n'était pas une histoire de dette d'entreprise. C'était autre chose. Quelque chose que Mathis lui-même, peut-être, ne savait pas encore. À l'hôpital, Laurent avait bougé pour la première fois depuis son admission. Une infirmière m'a dit qu'il avait ouvert les yeux quelques minutes dans la matinée, brièvement, sans vraiment reprendre conscience, mais que c'était un signe encourageant, que son corps répondait. Je me suis assise à son chevet et j'ai pris sa main. Cette fois, elle était un peu moins froide. Je lui ai dit tout bas, « Tu vas revenir. Et quand tu reviendras, on va parler, vraiment parler. » Pas avec reproche, avec cette résolution tranquille des gens qui ont décidé que les choses allaient changer, mais qui savent que certaines conversations ne peuvent pas avoir lieu avant leur heure. Je suis restée là un long moment, à écouter le bruit régulier des machines, à regarder le visage de cet homme que j'avais aimé pendant 35 ans et que je ne connaissais peut-être pas aussi complètement que je le croyais. C'est ça, parfois, la vie à deux. On croit tout savoir de l'autre. On vit sous le même toit, on mange aux mêmes heures, on dort dans le même lit depuis des décennies. Et puis un jour, dans des circonstances qu'on n'avait pas choisies, on découvre qu'il y avait des pièces fermées dont on n'avait jamais eu la clé. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce soir-là, je n'ai pas rappelé Mathis. J'ai appelé Séverine à la place. Je lui ai parlé du relevé au nom de Clara. Elle a écouté et quand j'ai fini, elle a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Elle a dit « Eliane, tu as passé toute ta vie à tenir les autres. Cette fois, tiens-toi toi-même d'abord. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre du salon, les lumières de la Croix-Rousse, les toits serrés, la ville qui ne dormait pas encore. Et j'ai pensé que Séverine avait raison, que depuis le début de cette histoire, depuis la minute où j'avais ouvert cette porte sur ce silence étrange, j'avais géré, organisé, cherché, compris. Mais je ne m'étais pas encore permis de ressentir vraiment. Pas encore. Cette nuit-là, seule dans cet appartement trop grand et trop silencieux, j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout avait commencé. Pas de désespoir, pas de colère, juste ce relâchement douloureux de quelqu'un qui a tenu debout trop longtemps et qui se permet enfin de poser le poids. Le lendemain matin, j'ai rappelé Mathis et je lui ai dit qu'on se verrait dans l'après-midi. Chez moi, pas à l'hôpital, juste lui, sans Clara. Il y a eu un silence de l'autre côté, puis « Sans Clara ?» « Sans Clara. » Il a dit « d'accord ». Et dans ce « d'accord » trop rapide, trop docile, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas entendu dans la voix de mon fils depuis très longtemps. De la peur. Et autre chose, en dessous. Du soulagement. Comme si quelque part, il attendait lui aussi que quelqu'un ouvre enfin cette porte. Mathis est arrivé à 14 heures pile. Je l'entendais monter l'escalier, ce pas lourd et régulier que je reconnaîtrais entre mille, celui d'un homme qui essaie de paraître calme alors qu'il ne l'est pas. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, les mains dans les poches de son manteau, les épaules un peu rentrées, avec ce visage que j'avais vu des centaines de fois dans son enfance. Le visage de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose de mal et qui ne sait pas encore comment le dire. Je l'ai laissé entrer sans l'embrasser, pas par froideur calculée, juste parce que je n'en avais pas la force ce jour-là. Certains gestes demandent une énergie qu'on n'a pas toujours. Il s'est assis sur le canapé du salon. Moi, en face de lui, sur le fauteuil que Laurent utilisait habituellement pour lire son journal le dimanche matin. Ce détail m'a traversé l'esprit une seconde. Je m'étais assise à la place de Laurent sans y penser. Comme si quelque chose en moi avait décidé, inconsciemment, qu'il était temps que je prenne de la place dans cette histoire. J'ai posé le relevé au nom de Clara sur la table basse, entre nous deux. Mathis l'a regardé. Son visage n'a pas bougé tout de suite. Puis quelque chose s'est défait dans ses traits. Lentement, comme un mur qui commence à fissurer avant de s'effondrer. Il a dit « Où tu as trouvé ça ?» J'ai dit « Dans les documents que tu m'as apportés, glissés entre deux feuilles. » Il a fermé les yeux. Ce que Mathis m'a raconté cet après-midi-là, je ne l'aurais pas inventé. Personne n'invente des choses pareilles parce que personne n'a envie que ce soit vrai. Depuis 2 ans, Clara menait une vie parallèle que Mathis n'avait découverte que 3 mois auparavant.
un compte bancaire ouvert à son seul nom, alimenté régulièrement par des virements dont Mathis ne connaissait pas l'origine. Des absences le week-end justifiées par des formations professionnelles qui n'existaient pas. Un appartement loué dans le 3e arrondissement de Lyon, pas pour elle seule. Mathis l'avait découvert par accident, comme on découvre souvent les choses qu'on ne cherchait pas. Une notification sur une tablette partagée, un relevé qu'il n'aurait pas dû voir, une adresse dans un historique de navigation. Ces petites négligences que les gens font quand ils se croient en sécurité depuis trop longtemps. Il m'a dit qu'il était resté 2 semaines sans rien dire. 2 semaines à vivre avec ça, à dormir à côté d'elle, à manger en face d'elle, à continuer comme si rien n'était. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Parce qu'il avait peur. Parce que leur vie commune, leurs finances emmêlées, les dettes de l'entreprise, tout ça formait un nœud tellement serré qu'il ne savait pas par quel bout tirer sans que tout s'effondre. Et c'est là qu'il était allé voir Laurent. Pas pour voler. Je veux que ce soit clair, parce que c'est important. Mathis n'était pas venu voir son père avec l'intention de nous dépouiller. Il était venu comme un homme à bout, qui ne savait plus où se tourner, qui avait besoin d'argent pour sortir de cette situation, payer ce qu'il devait à ses associés, se séparer de Clara dans des conditions qui ne le ruinent pas complètement, recommencer quelque chose. Laurent avait dit oui, sans me le dire, parce qu'il avait voulu protéger son fils, parce qu'il avait pensé qu'on pourrait rembourser doucement, qu'il m'expliquerait plus tard, qu'il trouverait le bon moment. Il n'avait pas trouvé le bon moment. Et entre-temps, Clara avait découvert que Mathis avait parlé à son père. Elle avait compris qu'ils allaient en se séparer. Alors elle avait agi. C'était elle qui avait rédigé la procuration. Elle qui avait utilisé ses contacts dans ce cabinet juridique pour la faire paraître légitime. Elle qui avait convaincu Laurent de signer, en lui expliquant que c'était pour protéger Mathis, que c'était une formalité, que ça ne changeait rien dans les faits. Et elle qui avait continué à virer de l'argent sur son compte personnel pendant que Mathis croyait que les fonds allaient vers les dettes de l'entreprise. Elle prenait des 2 côtés, de nous et de lui. Mathis pleurait en me racontant ça, pas bruyamment, cette façon qu'ont les hommes de pleurer quand ils ont passé des années à ne pas s'y autoriser, avec juste les yeux brillants et la mâchoire serrée et la voix qui se casse par moments. Je le regardais et je pensais à ce petit garçon qui avait peur du tonnerre et qui venait se glisser dans notre lit la nuit. Ce même enfant, maintenant 34 ans, assis en face de moi avec une vie en morceaux. J'aurais voulu lui dire que j'étais en colère, que ce qu'il avait fait, contourner. Me cacher les choses, laisser son père signer des documents sans me prévenir, c'était une trahison, même si ce n'était pas son intention. Que la confiance n'est pas quelque chose qu'on reconstruit en une conversation. Je lui ai dit tout ça, sans crier, avec cette voix posée qui est la mienne quand je suis vraiment sérieuse. Il n'a pas essayé de se défendre. Il a dit « Tu as raison, je n'aurais pas dû ». Et c'est peut-être ça qui m'a le plus touchée. Pas les excuses élaborées, pas les justifications. Juste ces 4 mots, simples, dits sans détour par un homme qui avait arrêté de se battre contre ce qu'il savait être vrai. Il y a une leçon que la vie m'a apprise à travers tout ça, et je veux vous la partager parce que je pense qu'elle vaut pour beaucoup d'entre nous. Quand on aime quelqu'un, un enfant, un mari, un proche, on a tendance à remplir les silences à leur place. On explique leurs absences, on justifie leur manque, on invente des raisons bienveillantes pour les choses qui devraient nous alerter. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'amour. Mais l'amour sans lucidité, parfois, nous coûte très cher. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. Et commencer par se la dire à soi-même. Le soir même, avec l'aide de Maître Fontaine, j'ai fait déposer une plainte pour faux et usage de faux concernant la procuration. Ce n'était pas une décision facile à prendre, ce n'était pas une vengeance, c'était une nécessité. Parce que si je ne le faisais pas, cette procuration restait valable, et avec elle, tout ce qu'elle ouvrait comme possibilité à Clara. Maître Fontaine m'avait expliqué que dans ce type de situation, l'inaction est aussi une forme de choix. Qu'en ne faisant rien, j'aurais laissé une porte ouverte que Clara n'aurait pas hésité à utiliser. Je n'avais pas passé 35 ans à construire quelque chose pour le laisser partir comme ça. Mathis était au courant de la plainte. Il ne s'y est pas opposé. En fait, et c'est là que la situation a pris un tour que je n'attendais vraiment pas.
Il a demandé à Maître Fontaine s'il pouvait lui-même témoigner dans la procédure. Son propre témoignage. Contre sa femme. Je ne vais pas vous raconter les semaines qui ont suivi dans tous leurs détails. Ce serait trop long, et ce n'est pas ce qui compte vraiment dans cette histoire. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur, dans cette famille, entre ces murs, entre ces gens qui s'étaient perdus de vue, sans s'en rendre compte. Laurent a repris conscience 5 jours après son admission aux soins intensifs. Je me souviens de ce matin-là avec une précision que je n'ai pas pour beaucoup d'autres moments de ma vie. J'étais assise à son chevet, comme chaque matin, avec mon café dans le gobelet en carton et mon téléphone posé sur les genoux. L'infirmière de jour était entrée pour vérifier les constantes, et soudain, elle avait dit, d'une voix qui avait changé de ton, « Madame Varèse ». Il ouvre les yeux. Je me suis levée si vite que j'ai failli renverser mon café. Laurent me regardait. Ses yeux étaient flous, son regard pas encore tout à fait là, mais c'était lui. Ce regard que je connaissais depuis 35 ans, avec cette façon particulière qu'il avait de plisser légèrement les paupières quand il essayait de comprendre quelque chose. Il a dit mon prénom. Pas clairement. Sa voix était abîmée par le tube qu'on venait de retirer, rauque, presque un souffle. Mais c'était mon prénom. J'ai pris sa main et je n'ai rien dit pendant un long moment. Il y avait des choses à dire, beaucoup de choses, mais elles pouvaient attendre. Certains moments n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Quand Laurent a été suffisamment rétabli pour avoir une vraie conversation, une semaine après son réveil, dans une chambre plus calme où on l'avait transféré, je lui ai tout dit, pas d'un coup, pas brutalement, mais complètement, sans omettre les virements, sans adoucir la procuration, sans éviter la question de Mathis et Clara. Il a écouté sans m'interrompre. Son visage changeait à mesure que je parlais. D'abord la surprise, puis une sorte de douleur contenue, puis quelque chose qui ressemblait à de la honte. Quand j'ai eu fini, il a dit « Je voulais l'aider sans te mettre dans cette situation. » J'ai dit « Je sais. J'aurais dû te le dire. » Oui. Il a regardé le plafond un moment. Puis il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a dit que depuis plusieurs mois, il sentait que quelque chose n'allait pas avec sa santé. Des vertiges, des douleurs dans la poitrine qu'il minimisait, qu'il n'avait pas voulu m'inquiéter, qu'il avait dit à Mathis qu'il fallait régler les choses rapidement parce qu'il ne savait pas combien de temps il aurait pour le faire. Il avait peur de mourir sans avoir aidé son fils. Et dans cette peur-là, il avait pris de mauvaises décisions. Je l'ai regardé longtemps. Cet homme fatigué, amaigri, avec ses fils et ses tuyaux qui disparaissaient un à un. Et j'ai pensé que les erreurs les plus douloureuses ne viennent presque jamais de la méchanceté. Elles viennent de la peur, de l'amour maladroit, de gens qui essaient de bien faire et qui ne savent pas comment. Ça ne justifie pas, mais ça explique. Et parfois, comprendre est le premier pas vers quelque chose de plus solide que l'avant. Clara est partie 2 semaines après le début de la procédure judiciaire. Elle n'a pas attendu que les choses aillent plus loin. Un matin, Mathis s'est levé et l'appartement était à moitié vide. Ses affaires personnelles, ses documents, quelques meubles qu'elle considérait comme les siens. Elle avait fait ça la nuit, sans un mot, sans une explication. Mathis m'a appelé ce matin-là. Il n'a pas pleuré cette fois. Sa voix était calme, cette sorte de calme qui vient après qu'on a traversé quelque chose et qu'on est encore debout malgré tout. Il a dit « Elle est partie ». J'ai dit « Je sais ». Silence. Puis il a dit « Est-ce que je peux venir dîner ce soir ?» Et c'est là, à cette question simple et directe, cette question d'un fils qui demande à sa mère si la porte est encore ouverte, que quelque chose en moi s'est relâché. Doucement. Comme quand une tension qu'on porte depuis trop longtemps finit par trouver un endroit où se poser. J'ai dit « Je fais une quiche, sois là à 19h. » Il y a des choses que cette histoire m'a apprises. Des choses que je n'aurais pas apprises autrement, parce que la vie nous enseigne rarement ce qui compte vraiment dans le calme et le confort. La première, la transparence dans une famille, c'est ne pas un luxe, c'est une fondation. Quand on commence à cacher les choses aux gens qu'on aime, même pour les protéger, même avec les meilleures intentions, on creuse un espace entre eux et soi. Et ces espaces-là, avec le temps, deviennent des abîmes. Laurent et moi avions construit quelque chose de solide pendant 35 ans. Mais dans les derniers mois,
La peur l'avait amené à agir seul, à décider seul, à protéger seul. Et ce faisant, il avait fragilisé exactement ce qu'il voulait préserver. Ce n'est pas une critique. C'est une réalité que beaucoup de couples connaissent et qu'on n'ose pas toujours nommer. La deuxième chose, les femmes de ma génération ont souvent appris à gérer en silence, à tenir les maisons, les finances, les familles, sans faire de bruit, sans demander de reconnaissance. On nous a appris que c'était notre rôle, et beaucoup d'entre nous l'ont rempli avec sérieux et dévouement. Mais tenir en silence, ça a un coût. Ça crée une asymétrie dans les couples, dans les familles, où l'une des personnes sait tout et l'autre se laisse porter. Et le jour où cette asymétrie est utilisée contre celle qui tenait, consciemment ou non, elle se retrouve seule face à des décisions que personne n'avait prévu de lui laisser prendre. J'ai eu la chance de m'en apercevoir à temps. Laurent est sorti de l'hôpital 1 mois après son admission. Le jour où je suis venue le chercher, il faisait un de ces matins de Lyon où le soleil arrive enfin après des semaines de gris. Cette lumière particulière qui frappe les façades des vieux immeubles et les rend presque dorés. Il était assis sur le bord du lit, habillé, avec son manteau sur les genoux, et quand il m'a vu entrer, il a souri. Ce sourire. Après tout ce qu'on avait traversé. On n'a pas beaucoup parlé dans la voiture qui nous ramenait à la Croix-Rousse, mais à un moment, il a posé sa main sur la mienne, sur le levier de vitesse. Juste ça. Sans rien dire. Et moi, j'ai conduit. Les mois qui ont suivi n'ont pas été simples. La procédure judiciaire contre Clara a avancé lentement, comme ces choses avancent toujours. Les sommes virées ont été en grande partie récupérées. Pas tout, mais l'essentiel. La modification des bénéficiaires sur l'assurance vie a été annulée. Maître Fontaine a fait son travail avec une précision et une humanité que je lui serai longtemps reconnaissante. Mathis a fermé son entreprise. Il a passé plusieurs mois à remettre de l'ordre dans sa vie, à rembourser ce qui pouvait l'être, à recommencer à zéro à 34 ans. Ce n'est pas facile, mais je l'ai vu changer pendant ces mois-là, devenir plus direct, moins fuyant, moins enclin à esquiver les choses difficiles. Un soir, il m'a dit « Je ne veux plus jamais être quelqu'un qui cache des choses à sa famille. » Je lui ai dit que c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Et Laurent. Laurent et moi avons eu cette conversation que j'avais promise à son chevet. Cette vraie conversation, honnête, sans ménagement, mais sans cruauté non plus. On s'est dit des choses qu'on aurait peut-être dû se dire des années avant. Sur la peur, sur le silence, sur ses habitudes dans les couples où l'un porte et l'autre se laisse porter jusqu'à ce que l'équilibre se rompe. Ce n'était pas facile. Certains soirs, après ces conversations, il y avait une tension dans l'appartement qui mettait du temps à se dissoudre. Mais on continuait à parler. On ne refermait plus les portes. C'est peut-être ça, la vraie intimité dans un couple, pas l'absence de conflit, pas la perfection des jours heureux, mais cette capacité à rester dans la même pièce après une vérité difficile, à continuer à mettre la table, à faire le café, à vivre. Il y a quelques semaines, un dimanche matin, Mathis est venu déjeuner. Il est arrivé avec du pain frais et une bouteille de vin. Ce petit geste qui n'a l'air de rien, mais qui dit beaucoup. On était tous les trois autour de cette table, dans cet appartement de la Croix-Rousse où j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte, et on a mangé et parlé et ri de quelque chose que je ne me rappelle plus exactement. Ce moment ordinaire, après tout ce qui s'était passé. J'ai pensé que c'était peut-être ça, le vrai final. Pas une grande réconciliation dramatique avec des larmes et des serments. Juste ça, une table, du pain, 3 personnes qui ont traversé quelque chose de difficile et qui sont encore là, ensemble, à vivre. Avant de vous quitter, je veux vous dire une dernière chose. Si vous traversez quelque chose de difficile en ce moment, une trahison, une déception familiale, cette impression que les gens que vous aimiez ne sont pas tout à fait qui vous pensiez, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont vécu ça en silence, sans savoir à qui en parler, sans oser nommer ce qu'elles ressentaient. Nommer les choses, c'est déjà commencer à les traverser. Et traverser les choses, ça n'efface pas les cicatrices, mais ça vous montre de quoi vous êtes capable. Et parfois, se découvrir cette capacité-là, cette solidité qu'on ne savait pas avoir, c'est le cadeau inattendu des moments les plus durs. Je m'appelle Eliane Duroc. Je vis à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Et cette histoire
Mon histoire, je vous l'ai racontée parce que je crois qu'elle méritait d'être dite. Pas pour faire pitié, pas pour impressionner, juste pour que peut-être, quelque part, quelqu'une l'entende et se sente un peu moins seule avec ce qu'elle porte. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans certains moments de ce récit, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Ces mots que vous prenez le temps d'écrire, ils comptent vraiment pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Vraiment.